Bonjour à tous, merci d'être présents. Nous allons évoquer ce soir l'objectif du zéro carbone dans l'industrie agroalimentaire. Je m'appelle Guillaume Desmier, je suis chef de projet chez NJ Solutions et nous accompagnons nos clients industriels dans cet objectif-là. Et nous avons invité Tribala Noyal pour évoquer des exemples concrets. Ça nous paraissait intéressant dans cette conférence d'avoir le retour d'expérience d'un industriel sur cette thématique. Et je vous propose déjà que Mathieu et Héloïse se présentent tout de suite. Enchanté, bonjour à tous. Moi, Mathieu Fayet, du coup, je suis coordinateur énergie chez Tribala Noyal. Donc, je m'occupe de la démarche de performance énergétique et depuis plus récemment de projets ENR, notamment photovoltaïque. Bonjour à tous, moi c'est Héloïse Lebars, je suis donc chargée de projet RSE pour Tribala Noyal. Je coordonne entre autres différents projets en lien avec le développement durable, dont la partie énergie renouvelable. Donc juste avant de démarrer, je vous propose rapidement de représenter le groupe NJ ou NJ Solutions. Donc aujourd'hui, NJ se positionne comme le leader pour accompagner les collectivités, les territoires, les industriels dans leur transition zéro carbone. Ça passe par développer les énergies renouvelables, apporter des solutions à nos clients sobres, efficaces, performantes et efficientes d'un point de vue énergétique et en termes d'émissions carbone. Donc le groupe est composé d'un certain nombre de branches qui se décomposent avec les infrastructures que sont GRDF et GRT Gaz pour la plupart qui connaissent les réseaux de gaz, les énergies renouvelables et également NJ Solutions, la branche dans laquelle j'appartiens, qui accompagne les clients. Donc je vous propose que maintenant Mathieu et Héloïse présentent le groupe Tribala. Merci. Donc Tribala Noyal, c'est un groupe agroalimentaire breton familial qui possède donc 18 ateliers, tous situés en France. Il représente 1350 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'élève à 342 millions d'euros en 2020, avec 17% de ce chiffre d'affaires à l'international. Et une de nos stratégies de longue date était évidemment de suivre nos consommations d'énergie. Notre consommation de chaleur s'élève à 55 gigawatts par an et la consommation d'électricité à 42 gigawatts par an. Par rapport à nos marchés, nous avons été pionniers de différents marchés, à commencer par le pôle laitier en agriculture biologique dès les années 1970, pour lequel notre ancien responsable RSE, Jean-Marc Lévesque, a participé à la co-rédaction de la première réglementation de l'agriculture biologique à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, donc à la fin des années 80, il y a eu l'arrivée des desserts au soja, donc avec justement l'essor des alternatives végétales dans le milieu des desserts. Suite à cela, à la fin des années 90, nous avons également cherché à trouver des alternatives pour nos laits, donc avec le lait de brebis et le lait de chèvre. Et puis, plus récemment, nous avons également cherché à valoriser la graine de chanvre, qui était jusqu'alors plutôt utilisée dans l'industrie textile et dans les éco-constructions, puisque donc, cette graine présente également des caractéristiques nutritionnelles très intéressantes. En termes de marques, donc les marques que vous devez certainement connaître le plus sont les marques présentes en GMS, donc telles que Sojasun ou la marque Vrai. Nous sommes également présents dans les réseaux spécialisés, donc les réseaux bio, avec nos marques Tante Hélène, La Chèvrerie, La Bergerie ou encore Grillon d'Or. Il y a également tout un panel de marques qu'on retrouve en fromagerie de tradition, avec le curé nantais, la Housset ou les fromages bordiers. Et puis, il y a également une petite partie réservée à la nutrition et aux ingrédients de demain. Tribala Ingrédients est d'ailleurs présent sur un stand au Hall 4. Pour revenir du coup sur la thématique de la neutralité carbone qui intéresse l'entreprise depuis de nombreuses années, celle-ci a récemment écrit sa nouvelle vision d'entreprise avec sa raison d'être qui est être source de vie pour les hommes et la planète. Cette vision tourne autour de 3 grandes thématiques qui sont, dans un premier temps, le fait de réussir à faire grandir les hommes sur nos territoires. Il y a également la notion de nourrir la vie en fournissant des produits des produits qui sont sains, qui sont respectueux de l'environnement et qui sont respectueux aussi de nos collaborateurs. Et puis, il y a cette dernière notion très importante de
protection de l'environnement, restauration du vivant, avec justement cet aspect d'atteindre la neutralité carbone et de favoriser en fait les énergies renouvelables versus les énergies fossiles que nous cherchons à diminuer, voire à supprimer. Merci Héloïse pour cette présentation. Maintenant, on va se poser un peu plus sur le sujet qui nous a amené aujourd'hui à intervenir. La première question, on est tous conscients aujourd'hui des enjeux du réchauffement climatique. Et la question qui se pose, c'est pourquoi dans nos usines est-ce important de réduire nos émissions carbone ? Quelques chiffres, il ne va pas y en avoir énormément dans la présentation par la suite. Il faut avoir en tête aujourd'hui que l'industrie, à l'échelle mondiale, représente plus de 40% des émissions de CO2 sur la planète. Donc c'est forcément un enjeu majeur par rapport à ça. En France, un petit peu moins, c'est plutôt de l'ordre du quart ou du tiers des émissions qui sont liées à l'industrie, tout simplement parce qu'en France, on a le nucléaire qui est considéré comme bas carbone et donc ce qui fait réduire les émissions de CO2 à ce titre. Et dans ces 40%, il faut aussi avoir en tête que l'industrie agroalimentaire est fortement présente, ce qui représente 6% des émissions à l'échelle mondiale et 12% à l'échelle française. Ce qui en fait le 4e secteur d'activité le plus important en France, le plus émetteur de CO2 en France, après la métallurgie, la chimie et la fabrication de matériaux principalement. Et l'an dernier, l'Union européenne, à travers le Green Deal, s'est engagée à travers le Pacte vert européen, ce qui fixe un objectif de neutralité carbone pour répondre à ces enjeux du réchauffement climatique, ce qui va impliquer de doubler la réduction de CO2 à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2015. Donc ça va passer par des plans européens comme le plan de relance, dont on évoquera quelques exemples tout à l'heure, qui vont aider à la décarbonation des usines, mais ça peut aussi passer par des contraintes. On évoquera un petit peu aussi le système des quotas carbone pour les plus grosses installations européennes, qui aujourd'hui ne se retranscrit pas sur les plus petites installations, mais on abordera ces thématiques par la suite. Donc les enjeux dans l'industrie autour de ces thématiques aujourd'hui, c'est sur ces émissions carbone, ces projets d'économie d'énergie, c'est faire corréler ce type de projet avec les contraintes de l'industrie. Les contraintes qui sont les contraintes de performance opérationnelle, les contraintes de performance économique et les contraintes réglementaires associées aux fluides et aux énergies. Donc l'enjeu aujourd'hui de la réduction de carbone dans l'industrie, il tourne autour de ces thématiques-là, ainsi que les problématiques de financement. On sait très bien que c'est des sujets qui nécessitent des investissements importants dans les usines, et d'où le fait qu'on évoquera ces thématiques-là. Et tout ça dans un cadre de digitalisation de nos économies, de manière de faire dans les usines, qui permet à la fois des opportunités et quelques contraintes. Mais néanmoins, les bénéfices peuvent être importants pour une usine, tant en image pour l'entreprise, image pour vendre ses produits, image pour recruter ou former ou pérenniser des collaborateurs, sachant que c'est un fort enjeu dans l'industrie, le recrutement de personnes. Et également, aujourd'hui, il faut avoir en tête que les investisseurs, lorsqu'ils veulent investir dans une entreprise, ils regardent de plus en plus le critère climatique, effet carbone, neutralité carbone dans leur choix d'investissement. Donc le fait d'être neutre en carbone peut être aussi positif à ce titre-là. Donc à travers ce qu'on va vous présenter, on va parler de la démarche pour atteindre la neutralité carbone, quelles sont les méthodes, et vous présenter après des exemples concrets dans l'optique toujours que ces sujets-là ils soient créateurs de valeur pour l'entreprise. Donc la démarche pour atteindre la neutralité carbone ou le zéro carbone, elle est assez simple, elle est relativement la même que pour faire des économies d'énergie. La première chose est bien évidemment de connaître ces émissions, de savoir où sont ces émissions, et on évoquera à ce titre-là le bilan carbone. La deuxième étape consiste à établir un plan d'action, une feuille de route dans la durée et des objectifs que chaque entreprise peut atteindre. Et dernière étape, forcément, c'est la mise en œuvre et le suivi de ces installations, ces projets d'économie d'énergie ou d'économie de CO2 dans le temps. Donc les trois grandes étapes à respecter par rapport à ça.
Donc concernant le bilan carbone, aujourd'hui, vous le savez peut-être ou pas, toute entreprise de plus de 500 personnes, 500 salariés, a une obligation légale d'établir un bilan carbone sur son périmètre en France. Certaines collectivités, les plus grosses et les plus gros établissements publics ont également cette obligation-là. Donc ce bilan carbone, il est réglementé autour de 3 principaux scopes. Les émissions directes liées à la combustion d'énergie fossile, gaz, pétrole, fuel, etc. au sein de l'entreprise, et éventuellement les procédés industriels qui peuvent être directement émetteurs de CO2 dans vos activités, production de méthane, production d'azote sur des entreprises un peu particulières qui émettent du CO2. Le deuxième périmètre, c'est toutes les émissions indirectes liées à l'énergie. Quand vous consommez de l'électricité, vous émettez pas de carbone sur votre site. Par contre, l'électricité peut être source de carbone dans l'air, et c'est là ça qu'on intègre dans ce scope 2. Et le dernier scope, qui lui représente toutes les autres émissions. Et il faut avoir en tête que c'est le plus important en général dans les usines, qui représente 80%. C'est tout l'amont, tout l'aval, votre produit, comment vous l'utilisez, le transport depuis de chez vos fournisseurs jusqu'à votre usine, de votre usine vers chez vos clients, la gestion des déchets. Et ce scope 3, c'est le plus compliqué. Il y a des actions, mais c'est le plus compliqué parce que ça nécessite de travailler dans tout son écosystème avec ses fournisseurs, ses clients, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte déjà dans l'exemple de Tribala, comment ça se répartit et comment vous avez commencé à aborder ce sujet du bilan carbone. Alors oui, effectivement, nous, Tribala, en tant qu'entreprise de plus de 500 salariés, on est soumis en fait à la déclaration du scope 1 et 2 depuis plusieurs années. Nous, ça correspond du coup majoritairement en fait à nos consommations de gaz liées à nos process laitiers ou à la transformation végétale. Donc gaz, électricité aussi, bien sûr, pour le froid, l'air comprimé. On a aussi toute notre flotte interne avec la logistique, les véhicules légers et la dernière thématique un peu plus complexe, celle des HFC, les gaz frigo. Ça, c'est des informations qu'on suit assez nativement chez nous du fait de notre démarche énergie qui est en place depuis plusieurs années. Donc, c'est des infos qu'on a assez rapidement. Et l'étape suivante, désormais, pour nous, c'est d'aller vers ce scope 3, donc qui est beaucoup, comme le Guillaume l'a expliqué, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus large. Pour vous donner un ordre de grandeur un petit peu, parce que ce scope 3, il est assez important chez nous. Sur notre activité végétale, c'est à peu près 1/4, 3/4. Le scope 3 représente 3/4 du coup de nos émissions. Et sur la partie laitière, c'est encore plus disproportionné, c'est plutôt 1/10, 9/10. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu fort. Et notamment sur le scope 3, on retrouve l'amont agricole. Forcément, on retrouve aussi les emballages. Et évidemment, les autres qui ont pu être listés dans la présentation. Donc ça, c'est un sujet qui est très très chaud pour nous. Enfin, c'est un sujet d'actualité en fait. On y travaille d'arrache-pied en ce moment, à travailler en fait comment l'intégrer aujourd'hui à notre organisation, à nos business units, comment le piloter en interne, pour aller chercher l'information, pour sensibiliser, pour animer les équipes et évidemment travailler derrière à la réduction, quoi. Et un petit complément, si on est une entreprise qui n'a pas l'obligation du bilan carbone, il est toujours possible de faire aussi un focus sur ses émissions, un bilan de ses émissions. Nous, en tant qu'Engie, on n'est pas certifié pour faire le bilan carbone réglementaire, mais on fait pour le compte de nos clients des bilans carbone, ne serait-ce que pour avoir une photographie des émissions, ce qui est toujours un ordre de grandeur important. En France, il faut avoir en tête que quand on parle en dehors du scope 3 qui doit s'analyser en détail, le scope 1 et 2, majoritairement, c'est les consommations d'énergie fossile, en particulier dans l'industrie agroalimentaire, le gaz, le fuel ou le charbon qui sert à produire de l'eau chaude et de la vapeur, qui sont en général la principale source d'émissions de CO2 dans une usine agroalimentaire. Vous avez le poste électrique, mais en France, avec l'électricité bas carbone, ça a un moindre effet, ça a quand même un effet parce que c'est pas nul. Et après, si vous utilisez des gaz spéciaux, des choses comme ça, il peut y avoir aussi d'autres émissions complémentaires qui se regardent, mais ça permet d'avoir une bonne photographie. Une fois qu'on a fait ce bilan carbone, l'étape suivante, c'est d'aller étudier les différentes solutions et de se construire une feuille de route. En général, quand vous faites un bilan carbone, les auditeurs vous proposent déjà des solutions d'aide optique. La problématique est toujours de savoir laquelle choisir parmi toutes celles qui existent, sachant que les ressources d'investissement ne sont pas illimitées dans les entreprises. L'idée de base sur ces sujets et le premier levier à mettre en exergue, c'est déjà réduire ses consommations énergétiques au sens large. C'est du gain direct. En général, les projets d'efficacité énergétique
ont en plus des temps de retour sur investissement qui sont plutôt positifs dans l'industrie, plutôt courts. Donc ça a directement des effets positifs. Et donc c'est toujours la première démarche à mettre en œuvre. La deuxième, c'est déployer des énergies vertes, que ce soit pour l'électricité ou pour la chaleur, ou pour la chaleur renouvelable pour les consommations de gaz et de fuel. Sachant qu'en général, sur un site agroalimentaire, la plus grosse source d'économie de CO2, ce sera sur ce poste chaleur, parce que c'est là le principal émetteur, en général dans les usines agroalimentaires qui consomment beaucoup d'eau chaude et de vapeur à ce titre-là. Enfin, la dernière étape, parce qu'une fois qu'on a réduit les consommations énergétiques, une fois qu'on a déployé les énergies vertes, il ne faut pas se mentir, on n'a pas effacé toutes nos énergies, toutes nos émissions sur le site, parce que les énergies renouvelables ne sont en général pas capables de fournir 100% de votre énergie sur site, soit par leur caractère intermittent pour l'électricité, soit par rapport à des contraintes techniques et opérationnelles où elles ne répondent pas à 100% de cette capacité-là sur vos sites. Donc le dernier levier pour vraiment atteindre le zéro carbone, c'est développer des projets de compensation carbone. Ce que je vous propose à présent, plutôt que de lister beaucoup de solutions, c'est de partir de l'exemple de cas concrets qui ont été mis sur Tribala sur l'ensemble de ces thématiques, de voir quelles sont les solutions qui sont adaptées dans les usines agroalimentaires et qui peuvent donc être utiles pour vos sites. Donc la première étape, comme on l'a dit, ça passe toujours par la réduction des consommations énergétiques. Vos principales sources de consommation, c'est les utilités industrielles, la vapeur, l'eau chaude, le froid, l'air comprimé sur vos sites. Il ne faut pas oublier vos procédés industriels qui peuvent être aussi source de consommation indirecte de ces utilités. Donc réduire les consommations d'utilités pour vos procédés est aussi un enjeu important. Tout ce qui est autour un autre point, c'est le management de l'énergie. Comment on pilote nos énergies. Donc il y a la certification ISO 50001 qui est la certification de management de l'énergie qui peut être déployée sur vos sites, qui va vous permettre de suivre vos énergies et de mettre en place des plans d'action d'efficacité énergétique. Et des outils, aujourd'hui on en a de plus en plus autour du big data, des outils de pilotage, de suivi de performance type supervision, soit supervision sur site, soit des systèmes intégrés dans des plateformes à distance qui vous permettent de piloter. Ce que je vous propose, là j'ai essayé de faire un panel, c'est que Mathieu vous parle de comment chez Tribala ils ont mis en place ces différentes démarches pour réduire les consommations énergétiques sur leurs différents sites. Merci Guillaume. Alors pour cette première phase, pour cette première étape du coup de performance énergétique, je l'ai séparé en deux phases en fait. La première du coup ça va être le management de l'énergie. Et donc c'est vrai que cette première étape de performance énergétique, elle est hyper importante en fait pour nous. C'est vraiment l'étape de réduction. C'est l'idée d'être le plus performant possible avant d'aller jouer sur les autres leviers. Il y a un intérêt financier parce que forcément, si on n'a pas encore progressé en fait sur notre réduction, c'est-à-dire qu'on va devoir substituer par des tonnes en fait d'énergie renouvelable, et ça va aussi nous forcer à aller vers beaucoup de compensation. Donc le plus vous gagnez en fait sur la réduction, le plus vous économiserez sur les autres phases en fait, sur les étapes suivantes quoi. Donc concernant le management de l'énergie, chez nous c'est une démarche qu'on a nommée GestEco2 pour CO2 évidemment. On est certifié ISO 50001 depuis 2015 sur nos 5 plus gros sites. Donc c'est une démarche de groupe. On est certifié ISO 50001 sur 5 sites, mais cette démarche elle est valable sur l'ensemble en fait de nos ateliers de production. On a à peu près une trentaine d'acteurs clés qui sont identifiés, qu'on appelle du coup des référents GestEco2. Généralement, ce sont des acteurs qui sont dans les ateliers de production, dans les ateliers de maintenance, en travaux neufs, donc des acteurs utilisateurs ou producteurs d'énergie en fait en interne. On s'appuie sur plus de 400 compteurs sur nos différentes énergies, gaz, élec, froid, air comprimé, pour suivre tout ça. Alors ces 400 compteurs justement en fait remontent dans un EMS, un Energy Management Software, qui va du coup en temps réel récupérer toutes ces infos sur le terrain. Et l'intérêt de ce logiciel, c'est aussi qu'il va faire du reporting. On va avoir des dashboards, des tableaux de bord en fait, pour les différents référents GestEco2, donc sur le terrain, en maintenance, en production, afin qu'ils puissent suivre leur performance énergétique et sensibiliser, communiquer à leurs collaborateurs. Donc il y a une forte importance en fait, sur le suivi des énergies. Ce logiciel nous permet de suivre nos énergies, notamment nos plus gros usages énergétiques significatifs, ça va être nos moyens de production d'énergie. Donc je pense au froid, à la vapeur.
Donc ce logiciel nous permet de suivre On a retravaillé récemment en fait, sur nos indicateurs de performance, notamment le COP, suivre le COP des installations de froid. Ça a été un gros chantier en fait, de 2020, d'impliquer les acteurs de maintenance et d'avoir les bons indicateurs de suivi et les suivre en temps réel ou en tout cas à fréquence rapprochée. Le COP, le rendement du coup, forcément avec 400 compteurs, on n'a pas la possibilité de les suivre tous en fait. Donc on a des alertes, notre logiciel énergie nous permet d'avoir des alertes sur les dérives. Les alertes, les dérives, ça peut aller très très vite. Sur une tour d'eau, on a eu le cas il n'y a pas longtemps là, d'une électrovanne qui avait lâché. C'est 100 mètres cubes qu'on perdait par semaine, donc c'est important pour nous de réagir vite. Et ce logiciel nous permet aussi d'analyser nos consos, de mieux les comprendre et de travailler. Donc là, j'ai mis un des leviers qui était l'étalon de consommation, qui est un levier d'action assez simple, qui ne nécessite pas en fait, forcément de faire des investissements et qui est de travailler sur tout le gaspillage qu'il peut y avoir, notamment les consommations du week-end, qui sont des consommations qu'on peut éviter quand les sites sont à l'arrêt, quoi. Donc ça, c'est un de nos gros travaux, évidemment. Et j'en ai mis un autre, vu que c'était un de nos sujets de 2020, qui était, on a fait une grosse campagne en fait, sur les fuites d'air comprimé. Donc on est équipé en fait, d'un appareil de détection. On a détecté plus de 400 sur nos différents sites. On en a réparé 2 tiers pour l'instant. Et forcément, ça présente des grosses économies, quoi. La consommation du week-end est fortement diminuée. Juste Mathieu, pour compléter, un petit benchmark sur ces sujets-là. En général, ces sujets de suivi, de management, de performance, ça peut permettre des gains énergétiques de 5 à 15% en fonction de là où vous partez. C'est-à-dire que si vous êtes très bon, vous en ferez moins. Mais si vous en avez fait moins, vous pouvez même aller peut-être au-delà des 15, quasiment sans investissement, mis à part du temps humain par contre, pour déployer, mettre en place ces solutions, mais sans investissement CAPEX. Et c'est ça un des points aussi importants de ces solutions-là. C'est vrai qu'il y a un gros travail d'analyse, et notamment, encore une fois, sur les consommations du week-end. Ça, c'est vraiment une perte sèche, quoi. Et là, du coup, la deuxième phase de performance énergétique, c'est tout ce qui est optimisation et évolution technologique. Alors justement, sur l'optimisation technique, nous, on a fait le choix l'année dernière de se faire accompagner par 2 cabinets extérieurs. Simplement pour aller plus loin. Donc c'est une démarche qui est ancrée dans l'ADN de Tribala, donc on a déjà beaucoup agi sur les dernières années. Donc on s'est ôté se faire accompagner pour monter en compétences, pour aller vers des typologies d'actions qu'on n'a pas l'habitude de traiter habituellement. Donc on a fait, alors ça c'était sur nos 2 plus gros sites, on a fait auditer nos installations de froid, de chaleur et d'air comprimé. Ça nous a amené à un plan d'action quand même très étoffé. Ça nous a mis au clair sur des actions assez simples, donc qui étaient de reprise de calorifuge, de matelas isolants, de mise en place de variateurs électroniques de vitesse, donc ce qui sont en plus des actions qui sont subventionnées par les C2E. Et puis après, ils nous ont aussi appris à mieux comprendre nos installations qui sont exploitées. En fait, le froid, ça sort un peu de notre domaine de compétences, donc on fait confiance à notre prestataire. Néanmoins, ça nous a permis du coup de reprendre un peu en fait, la connaissance et de mieux suivre cette performance qui aujourd'hui est sous-traitée. Donc voilà, maintenant on en est beaucoup plus acteurs en tout cas. Ça nous a permis de comprendre qu'il y avait l'utilisation de nos prestataires n'était pas forcément la plus adaptée. Ça nous a permis aussi de retravailler les points de consigne. Il y a beaucoup de gains à faire en fait, ne serait-ce que sur les points de consigne qui peuvent dériver sur le temps ou qui sont plus adaptés en fait, qui ne sont plus adaptés aux besoins réels de la production. Et donc ça c'est la partie optimisation technique. Il y a aussi tout ce qui est gestion de l'obsolescence, donc ça va avec des actions vraiment de différentes tailles, hein, les plus petites actions étant le LED, en fait, la mise en place de LED. Hein, tout le monde sait maintenant que c'est beaucoup plus efficient. Changer les classes moteurs pour les vieux moteurs, et voilà. Donc ça c'était plutôt pour les petites actions, les petites typologies. Et le gros côté du coup c'était, on a changé là sur 2020-2021, on change 3 groupes de froid sur 3 sites, hein, sur 3 de nos gros sites. Ce qui sont d'ailleurs aussi des projets sur lesquels on a eu des certificats C2E et qui sont des projets sur lesquels on a choisi de se faire accompagner. Ça, il y a eu 2 projets, notamment à 1,3 million, et du coup, sur des projets comme ça, on a décidé de ne pas rester seul face aux prestataires qu'on a démarchés. Et c'est hyper rassurant pour nous, en fait, ça nous permet encore une fois de monter en compétences et d'avoir des experts en fait, du sujet, des experts du froid qui sont là pour vérifier le cahier des charges, nous accompagner sur le choix du matériel. Et au final aussi réceptionner l'installation, vérifier qu'elle fonctionne bien et qu'elle a attendu la performance en fait, qu'on a demandé, quoi. Et en autre action d'obsolescence, il y a aussi tout ce qui est transfert d'atelier. On a un site historique du coup à Noël-sur-Vilaine qui a, je ne saurais pas lui donner un âge exact, mais qui commence à être ancien. Et notamment on a notre atelier de production de yaourt qui a été transféré sur un site beaucoup plus récent. Et voilà, ça n'a rien à voir en fait en termes de communication, en termes de consommation d'énergie. Ça a été un de nos plus gros plans d'action en fait, cette année en termes de résultats énergétiques. Et pour en revenir à ce que tu disais, Guillaume, alors nous c'est vrai que peut-être qu'on a moins de gains à faire désormais vu que ça fait des années qu'on est sur ce sujet-là. Entre 2014 et 2020, du coup, on a réussi à réduire de 13% notre consommation d'énergie relative, donc c'est-à-dire mise en relief par rapport à notre volume de production.
en ratio en fait simplement, quoi, moins 13%. Et pour vous parler un peu de plan d'action, en gros notre plan d'action 2020, on avait 300 000 euros de gains énergétiques chiffrés et à peu près 500 tonnes de CO2 économisées. Et sur 2021, pardon, on table sur à peu près la même économie. C'est à peu près ce qu'on arrive à retrouver chaque année, quoi. Merci Mathieu. Une fois qu'on a fait ces réductions énergétiques liées à l'efficacité énergétique, on voit que ça a déjà un effet assez important sur les économies d'énergie et donc les émissions. L'idée, c'est d'aller travailler sur le déploiement des énergies vertes. Donc on va d'abord parler des sujets liés à l'électricité verte, même si on sait qu'en France, c'est pas là où il y a le plus de sources de CO2 à gagner, mais il y en a quand même, avec des solutions sur les sites qui sont la mise en œuvre de panneaux solaires photovoltaïques, c'est la principale. On verra avec Tribala qu'il y a eu un cas d'éolienne il y a une dizaine d'années qui serait impossible à faire aujourd'hui, mais qui a été fait à l'époque et dont Tribala va bénéficier. Et après, vous avez les solutions d'achat d'énergie verte, soit de certificats d'origine, soit de Green PPA. On en parlera un petit peu à la fin avec Mathieu. C'est vrai que du coup, je vous disais que c'était dans notre ADN depuis longtemps. Il y a pas mal de projets dont on est assez fiers. Donc, l'électricité renouvelable, ça a commencé à Tribala, notamment par des premiers trackers solaires. Donc voilà, vous pouvez voir en termes de puissance, c'était pas énorme, 18 kW crête. En 2011, on a eu cette éolienne du coup de 0,8 mégas qui nous produit à peu près 1 million de kWh par an, qui injecte sur le réseau ERDF du coup, Enedis pardon. Plus récemment, on a eu des ombrières de parking sur notre site Sojasun qui produisent à peu près 220 MWh d'électricité renouvelable par an. Donc ça, c'est en injection directe sur notre réseau, sur le site, c'est en autoconsommation. C'est d'ailleurs, il faut le mentionner, c'est un projet pour lequel on a candidaté en fait à l'appel d'offres de la Creux, qui nous permet en fait de bonifier toute l'autoconsommation qui est faite sur le site. Donc, c'est un mécanisme intéressant, c'est un peu plus lourd administrativement, mais ça nous permet de réduire un peu le ROI en fait, du projet, concrètement. Plus récemment, et ça a été un de mes premiers projets, du coup, on a validé un projet d'ombrière de parking en Lozère. Voilà. Donc 240 kW crête avec un productible en Lozère, on est plus dans le sud, donc c'est bien plus intéressant qu'en Bretagne malheureusement. Enfin, heureusement pour eux, malheureusement pour nous à Sojasun. Voilà, et puis après, donc, dans cette vision 2035, l'idée c'est de continuer en fait, de développer ces énergies renouvelables sur site, notamment avec les ombrières de parking qui permettent de réutiliser de la surface qui est déjà existante. On a essayé de brosser cette année, c'était cette partie de mon travail, de brosser, en fait, de chercher l'ensemble des possibilités qui existaient par rapport au photovoltaïque, les centrales au sol. On a vu pas mal de choses intéressantes avec de l'autoportée en fait, qui évite d'avoir des travaux assez lourds de terrassement. Et voilà, on sait bien qu'on pourra pas. Notre objectif de 2035, c'est d'aller vers le 100% énergie renouvelable. On sait bien qu'on ne pourra pas produire avec la surface qu'on a existante, et même en termes d'investissement, ce serait lourd. On ne pourra pas produire 100% de notre énergie renouvelable avec nos propres installations. Et du coup, on s'intéresse à l'achat d'énergie verte en direct. On a vu, il y avait des possibilités avec les garanties d'origine. Voilà, et il y avait d'autres possibilités qui nous paraissaient un peu plus vertueuses avec les PPA. Les PPA, peut-être pour simplifier, pour expliquer un petit peu, c'est des contrats qu'on peut passer directement avec un producteur en fait, et qui évite à l'inverse des certificats où en fait là c'est plus une attestation en fait de production de la part du producteur, mais ça peut être des centrales qui sont déjà existantes quoi. Que le PPA, ça peut être l'occasion d'aller vers des nouvelles centrales, donc ce qui nous paraît quand même beaucoup plus vertueux quoi. Ouais, juste pour faire cette petite distinction, les certificats d'origine, effectivement, en général, c'est des certificats qu'on achète sur 1 an, 2 ans, sur des contrats d'électricité qui sont liés aux actifs existants de l'énergéticien à qui vous achetez votre électricité. En France, aujourd'hui, il y a beaucoup l'hydraulique qui ferait une grande partie de ces certificats d'origine. L'intérêt des Green PPA, il est double, en fait. Déjà, c'est des contrats plutôt long terme, 5, 10, 15, 20 ans, et ils permettent à double titre, de développer ces sujets-là dans l'industrie, parce qu'ils permettent aux producteurs d'électricité verte d'avoir une sécurité de son business plan à travers un achat garanti sur la durée pour le développement de ses actifs. Et en général, pour le client, ça permet aussi d'avoir un actif de production électrique qui est bien identifié et non pas un certificat dont on ne sait pas d'où l'énergie vient. Pour aller un petit peu plus en détail, il y a des PPA qui se font directement sur les sites des industriels quand il y a la place de mettre une centrale sur un site industriel, mais la majorité, c'est des grosses centrales hors site qui alimentent plusieurs industriels. Donc voilà les différences majeures entre le PPA
et le certificat d'origine sur la production d'électrique. Et juste pour revenir à ma remarque tout à l'heure, l'éolienne, à l'époque, quand elle a été faite chez Tribala, il n'y avait pas de zone de développement éolien, donc on pouvait développer une éolienne sur une zone d'activité économique. Aujourd'hui, avec les contraintes réglementaires d'investissement dans l'éolien, vous avez des zones, un certain nombre d'éoliennes à mettre en œuvre. Il serait très compliqué de développer un parc éolien sur un site industriel, enfin même c'est complètement impossible, ou alors il faut être à des distances énormes. D'où le travail auprès de PPA, par contre, où un industriel peut participer à travers le développement d'un parc éolien dans sa zone géographique ou à proximité, acheter une partie ou toute ou partie de l'électricité de son site à partir de ce parc éolien qui est fléché ou en développement. Ouais, et puis ça permet aussi d'externaliser la compétence, parce que sur des projets, comme on a pu faire d'ombrières, qui sont inférieurs à 250 kW crête, les procédures administratives sont encore relativement simples. Sur des projets du coup supérieurs à ça, donc si on va aller sur des centrales de 1 méga, il faut faire des études d'impact, c'est des procédures qui sont beaucoup plus longues administrativement, donc voilà, nous ça nous va bien, ça nous ira bien de diriger sans doute vers des PPA, quoi. Hop, vas-y. Donc une fois qu'on a parlé des énergies vertes électriques, le deuxième sujet sur les énergies, c'est les énergies thermiques pour produire de la chaleur, en général l'eau chaude ou la vapeur sur le site. Dans l'agroalimentaire, c'est principalement des usages industriels ou de nettoyage, beaucoup d'eau chaude sert au nettoyage. Dans certaines autres industries, il y a aussi des processus de chauffage. Il y en a aussi un petit peu dans l'industrie agroalimentaire. Et là, les solutions sont de tout type. Il y a déjà la récupération de chaleur fatale issus de procédés industriels, qui est une source d'économie de CO2. Mais après, vous avez le déploiement de solutions biomasse, dont on va parler avec un exemple concret chez Tribala. Mais également, il y a des premiers projets de solaire thermique au sol, de centrales de grande puissance qui permettent de produire de l'eau chaude. Dans l'agroalimentaire, il y a un exemple en développement qui a été communiqué par un confrère récemment chez Lactalis dans l'est de la France, comme quoi il ne faut pas non plus être que dans les régions du sud. Par contre, c'est quand même des centrales de grande puissance, de grande taille. Il faut avoir un certain nombre de fonciers et des talons de consommation d'eau chaude suffisamment importants. Et le deuxième volet principal, c'est l'utilisation, la valorisation de biogaz ou de biométhane issu de méthanisation, sujet qui est important dans l'industrie agroalimentaire, plutôt sur le titre de la gestion des déchets, mais ça peut être aussi une source de décarbonation. Donc ce que je propose, c'est qu'on passe et qu'on évoque le sujet de la chaufferie biomasse de chez Sojasun. Ouais, donc c'est une chaufferie biomasse qui a été installée, qui a été mise en route en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ils ont une puissance de 3,6 mégas. Aujourd'hui, ça produit la majorité, en fait, ça produit 90% de la vapeur du site. À peu près du coup 17 millions de kilowattheures de chaleur par an. Donc en termes de carbone, c'est énorme hein, pour nous, ce sujet-là de biomasse. Ça nous permet d'éviter d'émettre en fait 4000 tonnes de CO2 par rapport à un équivalent gaz. Par rapport à Tribala, c'est moins 20% en fait de notre scope 1, scope 2 par rapport à l'ensemble du groupe. Donc c'est vraiment un sujet qui nous a réduit en fait notre facture CO2, quoi, simplement. Donc cette biomasse, elle consomme 6000 tonnes par an de bois d'origine locale. C'est un cahier des charges qui a été défini notamment par l'ADEME. Ce qu'on a été subventionné par ça doit être le fonds chaleur du coup. Le fonds chaleur, ouais, à hauteur de 30%, donc c'est un projet sur lequel on a été bien aidé. Parce que oui, c'est vrai que forcément une chaudière biomasse c'est un investissement assez fort, donc on était heureux d'avoir cette subvention. Et puis le modèle économique de la biomasse, il était basé en fait sur l'augmentation de la taxe TICGN. Je ne sais pas si vous la connaissez, du coup c'est une taxe sur les émissions de CO2 de tout ce qui est gaz en fait. Et c'est une taxe qui devait augmenter crescendo assez vite en fait sur les prochaines années, qui a été gelée en 2018. Donc forcément, ça impacte nous un petit peu la performance financière. Ça, et puis aussi la baisse du prix du gaz. Suite au Covid, là, on a baissé pas mal. Nous, sur notre facture, en tout cas, ça s'est ressenti. Donc forcément, ça impacte la performance financière globale de cette chaufferie. Néanmoins, voilà, vu l'enjeu CO2, en fait, on en est aujourd'hui très content, très fier, quoi. Et pour vous donner un peu de chiffre, du coup, sur le site de Sojasun, la mise en place de cette chaudière, plus tous les efforts qui ont été faits en efficacité énergétique, les ombrières aussi, par exemple, ça nous a permis, entre 2015 et 2020, du coup, de réduire de 50% l'impact CO2 par remis, en fait, en ratio par rapport à nos unités de production, par rapport au kilo d'yaourt, par rapport au jus de soja en fait, qui est produit, quoi. Donc réduire de moitié, c'est pas mal. Et en termes de production d'énergie renouvelable sur le site, entre l'éolienne, les ombrières et la biomasse,
on produit en fait 40% de l'énergie consommée par le site. Même si l'éolienne finalement réinjecte sur le réseau, donc c'est un petit abus de langage finalement, mais on produit 40% de l'énergie. Oui, juste pour compléter, oui. Le sujet de la biomasse, là, c'est des projets qui sont principalement des forts investissements. En général, des coûts de maintenance un peu plus importants que sur des installations fossiles conventionnelles. Et en fait, l'équation économique elle se fait en fonction de la variabilité, par rapport au prix du gaz, c'est-à-dire un prix du gaz très faible. Ce type de solution est compliqué économiquement à rentabiliser. Un prix du gaz haut, quand on a mis en place le projet à l'époque en 2014, même avant la hausse de la TICGN, ça faisait tout son sens. L'intérêt majeur de ces solutions de chaleur renouvelables comme la biomasse, c'est la stabilité des prix. On en verra un peu plus tard un graphique, mais c'est très stable par rapport à la volatilité des énergies fossiles. C'est un des avantages. Et aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, on en fera un petit zoom aussi là-dessus sur les différentes solutions apportées par le plan de relance. C'est des sujets qui sont aidés, avec en particulier un système assurantiel proposé par l'ADEME qui permet de compenser le surcoût d'une solution biomasse par rapport à une solution gaz lorsque le gaz est très faible. Et aujourd'hui, la TICGN étant gelée suite aux gilets jaunes, entre guillemets, il n'est pas question de la remonter. À l'époque de la mise en place de ce projet, forcément, la hausse de la TICGN qui devait quasiment doubler en 5 ans était une des motivations par rapport à ça, par rapport à la mise en œuvre de ce projet-là. Donc là, on a vu la performance énergétique, on a vu aussi l'électricité renouvelable, la chaleur renouvelable. On a aussi un autre levier d'action de décarbonation, c'est par rapport à notre flotte logistique. Depuis du coup 2 ans, on expérimente sur un de nos sites, donc qui a 3 camions logistiques. On expérimente un biocarburant qui est l'oléosan, qui est un carburant du coup qui a 60% d'émissions de CO2 en moins par rapport au diesel. C'est à peu près 2 tiers de moins. Nous, après, ça nous paraît être une solution assez court terme finalement, parce qu'évidemment tout le monde ne pourra pas passer au biocarburant, sinon on n'aurait plus de surface arable en France, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite développer et sans doute ensuite tendre vers d'autres mobilités, notamment l'hydrogène, dont Guillaume vous parlera juste après. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé principalement des solutions de production énergétique sur les scopes 1 et 2, qui est la production d'énergie sur site. Mais dans le scope 3, il y a les transports. Alors, sauf pour Tribala, des fois, quand on a sa propre flotte, c'est considéré comme du scope 1. Par contre, quand on travaille avec des transporteurs, c'est conditionné comme du scope 3. Néanmoins, travailler sur la mobilité verte, ça fait réduire les émissions de CO2 globales de l'entreprise. On a parlé des biocarburants, mais vous avez toujours le GNV et le bio-GNV qui se développe avec un réseau de stations qui est de plus en plus développé, en particulier dans l'Ouest, pour le transport poids lourd, par exemple. Et on a l'hydrogène également qui arrive sur ces solutions-là, en particulier sur du transport frigorifique. On parlera un petit peu dans le plan de relance, très rapidement, mais des solutions hydrogène, des écosystèmes qui se développent. Et vous avez des premiers camions hydrogène qui arrivent, avec en plus des semi-remorques qui fonctionneront à l'hydrogène. L'intérêt, c'est de substituer le diesel aujourd'hui qui sert à produire l'électricité, qui sert à faire fonctionner le groupe froid dans votre semi-remorque, de faire fonctionner à partir d'hydrogène et de piles à combustible qui permettent de décarboner tout le transport frigorifique. Et l'objectif même à terme, c'est de travailler sur une chaîne de froid la plus verte possible, tant au niveau des transports que même au niveau des plateformes logistiques qui indirectement sont également émettrices de CO2 pour les industriels. Donc voilà pour les énergies vertes, on pourrait encore y passer des heures et des heures, mais l'idée c'était de présenter un petit panel. Et rapidement, pour évoquer quand même la compensation carbone, aujourd'hui vous avez des labels internationaux, le label bas carbone en France, qui permettent de substituer, de compenser des émissions carbone que vous n'auriez pas réussi à substituer sur vos sites. Principalement, en général, c'est des investissements dans la préservation de la biodiversité ou dans de la reforestation. Donc là, il y a un certain nombre de labels qui sont bien identifiés ou d'associations qui sont bien identifiées par le ministère du Développement durable et de l'écologie qui permettent de faire cette compensation carbone. Et je crois que chez Tribala, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre. Héloïse va vous expliquer un peu plus ça. Ce point-là. Effectivement, dans le cadre de la décarbonation, c'est vrai que Tribala essaye de
de chercher des solutions justement pour décarboner. Maintenant, comme l'évoquait Mathieu juste avant, c'est vrai que le principal enjeu, c'est de chercher à réduire, à optimiser et puis plutôt à aller chercher de l'énergie renouvelable. Donc la décarbonation intervient vraiment en dernier recours. Et c'est vrai que du coup, pour l'instant, on est plutôt sur des actions portées sur le mécénat. Donc 10% du mécénat de notre marque Vrai va être dirigé vers des solutions de compensation carbone, donc notamment via des labels. Donc le LAFAC en est un, Bois Bocage en est un autre également. Voilà. Oui, et effectivement, cette stratégie de mécénat a été déployée déjà depuis 2014. Donc, c'est 10% du budget mécénat tous les ans depuis 2014. Merci Héloïse. Donc voilà, on a fait le panel un peu des solutions. Aujourd'hui, par rapport à la décarbonation dans l'industrie, je pense que vous avez tous entendu parler du plan de relance qui met fortement l'accent sur la décarbonation industrielle. L'objectif du plan de relance est vraiment de faire bénéficier, de donner aux industriels l'opportunité de moderniser leur outil industriel tout en décarbonant. C'est assez complexe parce que vous voyez derrière moi sur la slide, il y a bon nombre d'appels à projets différents. La difficulté est de savoir pour vos projets, est-ce que je suis éligible, pas éligible, lesquels le sont. Je vais essayer rapidement de faire un panel, mais je pense qu'on pourrait y passer des heures. Il faut avoir en tête que c'est l'ADEME qui est un des opérateurs majeurs sur ce sujet-là. Pour les plus gros projets, on va dire supérieurs à 3 millions d'euros. Les chaufferies biomasse en particulier sont ciblées. Et il y a des appels à projets BCIAT sur lesquels vous avez une prochaine échéance au mois d'octobre qui permet d'avoir une aide à l'investissement et, comme je vous disais aussi, ce mécanisme assurantiel. Il faut avoir en tête que sur les BCIAT, l'industrie agroalimentaire, ça représente depuis 10 ans, parce que c'est un mécanisme qui existait avant le plan de relance, un tiers des installations qui ont été soutenues par ce mécanisme, c'est des industries agroalimentaires. Tout simplement parce que l'industrie agroalimentaire, elle a l'avantage pour ce type de solution, c'est qu'elle consomme régulièrement toute l'année de la vapeur ou de l'eau chaude, et donc c'est très intéressant pour ce type de sujet. Vous avez tout type de projet supérieur à 3 millions d'euros d'efficacité énergétique, de décarbonation, qui peut passer par cet appel à projet Décarb Industrie, également avec une date à échéance à la mi-octobre. Pour les plus petits projets, c'est inférieur à 3 millions d'euros. C'est l'ASP, l'Agence de services de paiement de l'État, qui instruit des appels à projets, qui instruit des demandes de subventions d'industriels pour un certain nombre d'actions. Je ne vais pas vous lister les 21 actions éligibles, mais il y en a 21 qui couvrent quand même un spectre assez large dans une usine. Et après, vous avez pour les solutions hydrogène un appel à projet spécifique qui peut vous intéresser, vous, parce que à la fois on développe un écosystème pour aider à produire de l'hydrogène vert et à le distribuer, mais également dans l'acquisition de véhicules hydrogène. Si vous voulez être acquisiteur ou les transporteurs acquisiteurs de ces véhicules, il y a une aide à l'investissement sur ces véhicules. Et un mécanisme spécifique lié à la transition écologique dans les PME, l'objectif étant de mettre le pied à l'étrier dans les petites structures à travers un mécanisme qui est un peu plus simple que tous ces appels à projets, pour que les PME également entrent dans ce jeu de la transition écologique, et ça couvre tout le spectre des solutions d'économie d'énergie, mobilité, énergie renouvelable. Et il ne faut pas oublier également le fonds chaleur qui continue sur un certain nombre de solutions d'énergie renouvelable, méthanisation, solaire thermique, qui lui, au fil de l'eau, permet d'avoir des subventions sur des plus petits projets en général, mais qui existent auprès de l'ADEME. Donc pour ça, nous, on peut vous accompagner, vous orienter, mais vous avez aussi forcément l'ADEME qui est un point d'entrée privilégié pour les industriels pour savoir quel mécanisme est adapté à quel projet. Et l'ADEME peut même aider certaines études, dans certains cas, surtout pour les plus petites entreprises. Et elle peut financer des études de ce type de projet avant même que vous sollicitiez une aide au fonctionnement ou une aide à l'investissement. Donc pour finir sur le sujet, juste un petit focus sur les évolutions des coûts des énergies. L'idée était de vous montrer l'intérêt des énergies vertes au sens large, que ce soit en thermique ou en électricité. On peut constater en jaune et en orange, vous avez les coûts électriques tout en haut. C'est des éléments qui ont fortement augmenté ces dernières années. En général, c'est par petits paliers, année par année, mais quand on regarde la courbe sur 20 ans ou 30 ans, on voit que ça a fortement augmenté. A contrario, sur la droite, vous voyez que les énergies vertes
éoliens ou solaires ont fortement baissé depuis 10 ans, ce qui les rend de plus en plus compétitives. Et là, on rejoint un peu l'enjeu de compétitivité de ces énergies dans l'industrie pour les déployer. Et inversement, sur le graphique du bas, vous voyez la comparaison entre les énergies vertes, comme la biomasse, par exemple, ou les différentes biomasses qui existent, et les énergies fossiles, le gaz en bleu, le charbon en noir et en rose, le fioul, où vous voyez la forte volatilité des énergies fossiles versus les énergies renouvelables qui, elles, sont stables dans le temps. Et ce qui rend ce sujet aujourd'hui le plus compétitif. Bon, ça reste compétitif grâce aux mécanismes d'aide qu'on a vu précédemment dans le plan de relance. Il ne faut pas se mentir, c'est des investissements lourds. Quand on fait vraiment une analyse de coût global, il faut ce mécanisme de subvention encore pour inciter à investir sur toutes ces solutions-là. Et un point tout à l'heure, quand on parlait de la TICGN, sur des quotas carbone qui évoluent également dans le sens de la transition et de la réduction des émissions de CO2. Juste pour faire un petit focus sans prendre beaucoup de temps, les quotas carbone, c'est un système européen qui s'applique pour les 11 000 plus gros producteurs d'énergie en Europe, et c'est principalement l'industrie qui est soumise à ça, et la production d'énergie. Dans l'agroalimentaire, c'est plutôt les plus gros sites laitiers qui vont être concernés. Enfin, un certain nombre de sites agroalimentaires sont quand même concernés par ces systèmes-là. Vous pouvez constater que sur le graphique de gauche, on s'arrêtait en janvier, on avait une courbe qui était déjà haussière, qui montait à 30-35 euros de la tonne. Sur le deuxième graphique, j'ai repris un deuxième pour le voir. On constate que depuis début d'année, suite au Green Deal, suite aux nouveaux mécanismes de réduction de ces quotas énergétiques à l'échelle européenne pour faire des économies dans l'industrie, les quotas sont arrivés à un niveau jamais atteint de 50 euros la tonne. Ce qui est très important, ce qui incite fortement les plus gros consommateurs énergétiques aujourd'hui à aller dans cette transition énergétique. Pour les plus petits, qui sont la majorité des consommateurs de l'industrie agroalimentaire, comme Tribala en particulier, ce mécanisme de hausse carbone, il était dans la TICGN, il a été gelé, donc pour l'instant, il est gelé au moins jusqu'en 2022, voire probablement encore quelques années après. Mais il n'est pas impossible qu'à terme, il revienne sur la table, surtout pour rembourser une partie des aides, de la dette liée au plan de relance. Donc il faut, même si économiquement ça peut être compliqué aujourd'hui, il faut avoir en tête une stratégie par rapport à ça pour se prémunir et anticiper potentiellement à la fois cette hausse législative de coûts de taxation carbone et la volatilité des énergies fossiles. Donc ce sont des solutions qui sont de plus en plus économiquement valables pour l'industrie, en particulier sur la chaleur bas carbone au sens large, quelles que soient les solutions apportées. Donc rapidement, et donc nous, NGI, par rapport à ça, on peut vous accompagner industriels sur l'ensemble de ces projets, soit comme Tribala sur quelques projets spécifiques par rapport à ça, soit de manière globale sur l'ensemble de vos projets énergétiques, de l'étude, de la consulting, le bilan carbone, jusqu'à la mise en œuvre des solutions de fluides, sur la mobilité, sur la chaleur renouvelable, etc. Et nous, on travaille en général avec vous en partenariat et on peut travailler dès l'éco-conception de ces solutions-là, trouver avec vous les solutions de financement, la recherche de subventions, voire même dans certains cas, on est en capacité de financer des investissements pour votre compte. Et dans ce cas-là, on gère avec nos équipes la maintenance, comme c'est fait sur le site de Sojasun, la conduite, la maintenance des utilités industrielles à travers des contrats de performance énergétique, réduction des engagements de réduction énergétique ou des engagements de fonctionnement des énergies vertes et de réduction de vos émissions sur le site. Donc tout ça dans une approche la plus globale possible. Après, on s'adapte au cas par cas en fonction du besoin des industriels. Ça peut être très ponctuel ou que sur une partie de cette phase-là, mais on a les capacités de le faire sur l'ensemble. Donc pour conclure sur la décarbonation dans l'industrie, on peut retenir, s'il y avait quelques points à retenir, c'est 5 leviers majeurs pour la décarbonation. C'est 1, réduire ses consommations à travers l'efficacité énergétique et la récupération de chaleur fatale. 2, la production d'énergie verte pour les fluides, mais également les mobilités vertes. Et avec, dans le dernier cas, tout ce qui est la compensation carbone qui vient compenser les émissions restantes. Et pour nous, il y a un mode opératoire qui fonctionne bien.
c'est déjà, on s'adapte à chaque projet, chaque site, chaque industriel à son cas par cas. S'il y avait une solution miracle, tout le monde l'aurait fait. Et en fait, il faut s'adapter à chacune de vos contraintes en tant qu'industriel. En travaillant en mode projet, parce que c'est des projets collaboratifs qui impliquent la maintenance, la RSE, les travaux neufs, les services financiers, etc. Que ce soit chez vous ou chez des partenaires tiers qui peuvent vous accompagner sur ces différentes thématiques-là, avec les 3 leviers, toujours dans une démarche. On connaît ces émissions, on se construit une feuille de route, un plan d'action, et après on met en œuvre les projets. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si Mathieu et Héloïse, vous avez quelques points pour compléter, ou si c'est... Simplement de dire que voilà, c'est une prise de conscience à avoir, cette consommation énergétique, et que malgré le fait qu'à chaque fois ce soit des coûts qui sont plus ou moins importants en fonction des projets, une entreprise comme Tribala va chercher au fur et à mesure à être dans une démarche de vertu et en quête d'optimisation, de réduction de sa consommation énergétique, dans le but justement de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Merci. Ok. En tout cas, merci pour votre attention. On a quelques minutes s'il y a des questions dans la salle, ou s'il y avait des questions en live, en direct par rapport à ça, ou sinon, c'est toujours les... S'il n'y a pas de questions, on va vous libérer, ou vous pouvez, pour ceux qui sont présents, nous solliciter, et même à travers ceux qui suivent en replay ou ceux qui suivent en direct peuvent poser les questions ou nous solliciter après coup, Mathieu, Héloïse ou moi, à travers l'application MyCFIA. En tout cas, merci pour votre attention et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ah, il y a une question finalement. Je ne sais pas s'il y a un micro, s'il arrive. C'est juste une précision sur la notion de récupération de chaleur fatale, le mot fatal. Aujourd'hui, la chaleur fatale, quand vous travaillez sur un certain nombre de processus industriels, vous avez de la chaleur qui est perdue, qui n'est pas réutilisée. Sur une chaufferie, c'est des fumées qui restent à température, sur des fours de la même manière. Mais sur les groupes froids, sur les tours aéro-réfrigérantes, vous avez de l'évacuation de chaleur qui est perdue. Et quand c'est fatal, entre guillemets, l'idée c'était de la récupérer pour produire de l'eau chaude qui vient se substituer en général à du gaz, ou voire même des énergies renouvelables le cas échéant. L'idée c'est déjà de faire ce travail-là, de récupérer tout ce qui est récupérable. Le froid, dans l'industrie agroalimentaire, vous en avez énormément besoin. Il y a des émissions de chaleur liées au groupe froid associées à ça. Vous le récupérez, vous produisez de l'eau chaude. C'est déjà ça de gagner en termes de consommation de gaz en moins, en chaufferie ou toute autre solution. Et après, on peut déployer des énergies vertes. Ça ne sert à rien de les dimensionner pour plus alors que vous pouvez avoir moins. C'est même des économies pour la mise en œuvre du projet vert qui prend la suite. Et notamment pour donner une idée là, de l'enjeu sur la récupération de chaleur sur les groupes de froid, parce qu'on l'a mis en place du coup sur trois groupes de froid là, sur ces années-là. Il faut savoir que 1 kWh de froid produit, c'est plus d'1 kWh de chaleur produit de l'autre côté. Et voilà, c'est juste pour vous donner une idée, quoi. Avant, chez nous, on produisait pour avoir du froid exclusivement. Après, par contre, c'est vrai que la complexité, c'est de savoir l'utiliser, quoi. C'est une chaleur basse température. Et c'est plus compliqué de l'utiliser a posteriori que de consommer ce froid-là, quoi. Voilà, la vraie problématique de cette chaleur fatale, c'est on produit souvent, on récupère pour de la basse température, et souvent les besoins dans l'industrie agroalimentaire, quand on a mis en place ces projets, ils sont souvent couverts, les besoins basse température, et on sait difficilement aller atteindre des besoins de plus haute température. Par contre, aujourd'hui, on développe des premiers projets avec des pompes à chaleur qui permettent de rehausser ces températures pour monter théoriquement 80 à 120 degrés. Dans la réalité, je pense qu'on est plus proche des 80 à 100 degrés. Mais déjà, ça permet d'aller un peu plus haut en termes de température dans les usages et de maximiser l'utilisation de cette chaleur fatale. Et aujourd'hui, au sein d'Engie, à travers les entités Réfrigération France, on a un atelier à Montauban de Bretagne qui fabrique des pompes à chaleur qui fonctionnent à l'ammoniac, qui permettent de produire de cette chaleur à basse température. On récupère et on remonte en température ces solutions-là. Donc on le marketait comme la Green Pack dans l'industrie. Et aujourd'hui, au sein d'Engie, on veut développer ces solutions-là. Et c'est des solutions qui nécessitent quand même, pour mettre en place des pompes à chaleur, un certain volume de récupération de chaleur et un certain usage. Ce n'est pas les plus petits projets qui permettent de rentabiliser l'investissement dans de telles pompes à chaleur. J'espère qu'on a répondu à la question.
Donc s'il n'y a pas d'autres questions cette fois-ci, je vais vraiment vous remercier cette fois d'être venu et d'avoir participé à cette conférence.